Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Michelle Schulz, praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Michelle se passionne plus particulièrement pour la nutrition ayurvédique et propose des ateliers et des consultations afin de permettre aux gens de découvrir l'art de se nourrir sainement selon l'Ayurveda. Nous allons parler des épices, ingrédients phares de l'Ayurveda, pour équilibrer une assiette et bénéficier de leurs nombreux bienfaits. Michelle va aujourd'hui nous expliquer le rôle des épices en diététique ayurvédique, mais va aussi nous indiquer comment bien choisir ces épices et bien les utiliser. Bonne écoute! Bonjour Michelle Bonjour. et bienvenue sur le podcast Ayurveda. Merci de m'avoir invitée. On est ravis de te recevoir Michelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton chemin, qu'est-ce qui t'a amené vers l'Ayurveda? Et tout a commencé par le yoga. J'étais en formation de yoga. Ma première formation était en 99. Et pendant cette période, ma maman aux États-Unis, j'étais en France, elle m'a envoyé un livre de Deepak Chopra, La santé parfaite, qui était ma première introduction à l'Ayurveda. Et c'est surtout mon conjoint qui était très intéressé par l'Ayurveda à l'époque, et moi c'était plutôt du yoga. Mais pendant cette formation de yoga, il y avait quelque chose qui manquait par rapport à l'hygiène de vie, ou plutôt à l'art de vie. Ça manquait, et c'est à ce moment-là que l'Ayurveda est venu remplir cette manque. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai commencé à étudier l'Ayurveda un peu plus en profondeur, en allant à l'Institut ayurvédique, le Ayurvedic Institute aux États-Unis, fondé par le docteur Vasant Lad. Il a une école donc, de renommée au Nouveau-Mexique qui est là depuis 35 ans maintenant. Et donc, j'ai fait ma formation auprès de lui. Et par la suite, je suis restée au sein de l'école à enseigner le yoga selon l'Ayurveda, qu'on appelle le Ayur Yoga, et aussi à enseigner les cours de nutrition et d'hygiène de vie ou art de vivre. Et après, j'ai créé ma propre entreprise en faisant donc des formations, des ateliers, des cours et en donnant des consultations en Ayurveda et aussi en yoga ayurvédique. Ok, beau parcours Michel. Aujourd'hui, on parle avec toi du rôle des épices en diététique ayurvédique. Alors, l'une des caractéristiques de la cuisine et de la médecine ayurvédique, c'est l'utilisation importante des épices. Selon l'Ayurveda, les plantes et les épices, elles ont de nombreux bienfaits à la fois pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Et on peut les utiliser à la fois en interne et aussi à travers des poudres, des tisanes, des compléments alimentaires, en cuisine, et également en externe à travers les soins corporels dans les huiles médicinales qu'on utilise en Ayurveda. Alors toi, Michel, tu t'intéresses particulièrement à l'utilisation des épices en diététique. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle des épices dans une assiette? Mais tout d'abord, on va vers les épices pour donner du goût, pour améliorer le goût d'un aliment. Mais aussi, dans l'Ayurveda, on parle des 6 saveurs, comme quoi avoir les 6 saveurs dans un repas ou dans son assiette aide à assurer une bonne digestion ou bien une digestion complète.
Pourquoi? Parce que chaque saveur a un lien avec une phase de digestion ou avec un organe de digestion. Donc, si on inclut les 6 saveurs dans une assiette, on a davantage de chances à bien digérer. Et bien entendu, ces saveurs existent dans des aliments qu'on va cuisiner, mais si jamais il manquait une saveur, on pourrait le récupérer ou l'ajouter par rajoutant une épice. Les épices ont aussi un pouvoir sur la digestion pour harmoniser notre feu digestif, qu'on appelle en Ayurveda Agni. Donc, si on a un feu digestif faible, rajouter des épices peut aider à augmenter le feu, par exemple en rajoutant des épices un peu relevées ou chauffantes. Et de l'autre côté, donc si on a un feu digestif qui marche trop fort ou on a trop de feu, on peut ajouter des épices refroidissantes pour combler cet effet. Donc, harmoniser le feu digestif est aussi un autre rôle des épices dans l'assiette. Et les épices peuvent servir aussi d'aide digestive pour des aliments problématiques. On a tous des aliments qui nous posent un peu problème. Un aliment universel qui pose problème, ça peut être des légumineuses. Souvent, des gens évitent des haricots secs ou des lentilles parce que ça crée des gaz, des ballonnements, des flatulences. Donc, on peut utiliser certaines épices pour combler ou pour aider à réduire ces nuisances de digestion. Aussi, il y a l'idée d'utiliser des épices dans l'Ayurveda pour équilibrer les caractéristiques des doshas qui sont en déséquilibre. On parle donc ici des gunas. Et quand on parle des épices, c'est surtout le chaud ou le froid, donc la température, que souvent les individus Vata et Kapha ont froid. Et Pitta, c'est trop chaud, donc on peut utiliser des épices pour équilibrer le chaud ou le froid, ou même la lourdeur chez Kapha. On peut alléger la lourdeur en utilisant des épices qui sont légères ou qui stimulent le feu digestif. Et puis aussi, dans le passé, on utilisait surtout des épices pour préserver des aliments lorsqu'on n'avait pas de frigo. Donc voilà quelques grandes lignes pour pourquoi on utilise des épices dans son assiette. Et est-ce qu'il y a des vertus, quelles sont les vertus les plus connues des épices? Donc là, on a vu que ça permettait de stimuler la digestion, d'harmoniser aussi, d'équilibrer quand on a un problème de dosha ou un déséquilibre présent. Est-ce qu'il y a d'autres vertus très connues d'épices? Les épices sont surtout apéritives, donc ça met l'appétit en bouche. L'appétit en route, je pense surtout au gingembre. On pourrait considérer le gingembre comme le petit bois de Agni. Il aide à allumer le feu. Les épices sont carminatives, qui veut dire ça prévient ou soulage des gaz intestinaux, des ballonnements, des flatulences. Et les épices sont surtout digestives, donc nous aident avec la bonne digestion des aliments. Ou bien avec des aliments problématiques, bien entendu. Et ça peut être aussi un premier secours, si vous voulez, pour soulager des nuisances de santé ou de digestion surtout. C'est ce qui vient à l'esprit au niveau vertu aussi. Je pense souvent aux effets anti-inflammatoires, parce que les déséquilibres de l'ordre inflammatoire sont vraiment au courant de nos jours. Donc, on parle beaucoup de curcuma comme une épice anti-inflammatoire. Et en ce moment, on recherche des choses qui sont antivirales ou antibactériennes. Donc, les épices sont connues pour cela. Je pense juste à... C'est pas vraiment des épices, mais c'est les huiles essentielles qui sont faites à partir des épices pendant la plague. La peste plutôt, les voleurs utilisaient des huiles essentielles qui venaient des épices, donc cannelle, clou de girofle, laurier, romarin, dans leurs masques lorsqu'ils volaient les pestifères, enfin des gens qui sont morts de la peste. Donc là, on voit le rôle des épices et aussi leur pouvoir antiviral et antibactériel. Ok.
On va voir comment bien choisir ces épices et puis après on verra comment on les utilise. Alors les épices, elles ont des vertus importantes, hein, on l'a vu juste avant. Mais avant tout, est-ce qu'elles sont bonnes pour tout le monde? Alors en Ayurveda, on utilise des mantras. J'appelle ça des mantras. Et une réponse typiquement ayurvédique à cette question, ça serait « ça dépend ». Et oui, on doit toujours se dire ça dépend de la situation, de la personne. Donc, comme tout est orienté dans l'espace et le temps, il faut voir la personne, il faut voir surtout son terrain individuel, l'état de son feu digestif, aussi très important sa base de départ, hein, qu'on appelle donc la constitution. Et aussi, est-ce qu'il y a des déséquilibres ou des conditions qui sont présentes, qui seraient affectées donc, par l'usage des épices. Et si on a une maladie ou un déséquilibre, ou si on prend des médicaments, il y a certaines épices avec lesquelles il faut faire attention. Donc en fait, ce que tu conseilles, c'est peut-être de faire d'abord une consultation avec un praticien pour pouvoir mieux choisir ces épices, choisir des épices qui soient adaptées à la fois à notre constitution, mais également à notre potentiel déséquilibre. Les épices, en général, ne sont pas nocives. On ne va pas créer un déséquilibre énorme, sauf si, par exemple, moi je pense surtout à la qualité thermique. Donc, les épices sont soit chauffantes, soit refroidissantes. Et si quelqu'un a une condition de feu, il rajoute du feu par des épices chauffantes, bien, il va augmenter sa condition. Donc, là, on revient au bon sens. Donc, si on a du bon sens, on ne va pas rajouter du feu au feu. C'est là aussi où il y a d'autres mantras qui entrent en jeu, les mantras universels. Choses semblables augmentent choses semblables et choses opposées mènent l'équilibre. Donc, si on a chaud, de rajouter du chaud ne va pas nous aider. Donc, ça, c'est du bon sens. Exactement. Où est-ce que tu conseilles d'acheter ces épices? Est-ce qu'on les achète en magasin? Est-ce qu'on les achète sur Internet? Comment on choisit de bonnes épices? Je pense que c'est bien d'acheter ce qui est de plus commode. Si c'est dans une épicerie bio, c'est très bien. Les marques qu'on y trouve sont de bonne qualité. Il y a la marque Masalchi, Arcadie ou Cook, ou Ecoidea. Il y a aussi une autre marque qui s'appelle Cosmoveda. Donc, c'est les marques dont je me sers et que je connais, des marques bio. Donc, je trouve que c'est bio. En bio, c'est très important parce que dans les épices, en général, dans un aliment, ce qui est retenu lorsqu'on se sert des pesticides ou ce genre de choses, c'est la graine ou la partie huileuse. Et comme les épices sont très riches en huile, et beaucoup d'épices sont des graines, elles sont assez sensibles à ce qu'on met dessus. Donc, privilégier le bio, c'est très important. Acheter dans un magasin bio, c'est super. Acheter localement, si c'est possible aussi. Il y a des petits producteurs d'épices. Sinon, sur l'Internet, bien entendu. Et comment on choisit au mieux ces épices? Est-ce qu'il vaut mieux les utiliser pures? Donc, comme tu disais, acheter les épices en graines ou sous forme de racines pour le curcuma, par exemple, et ensuite les moudre ou les râper chez nous? Ou est-ce qu'on peut les acheter directement en poudre? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de cela? Je conseille de privilégier les aliments dans leur état brut, que ce soit entier ou pas trop transformé. Mais il y a, ça c'est l'idéal quand on peut. Il y a bien entendu beaucoup de prana ou de vitalité dans le brut ou l'entier. Et dès qu'on le transforme, ça perd sa vitalité. Donc autant qu'on peut d'acheter entier et de les transformer nous-mêmes au fur et à mesure qu'on a besoin. Ceci dit, sauf d'avoir un bras de fer ou une grosse pierre ou un moulin industriel, il y a certaines épices qu'on ne peut pas moudre nous-mêmes. Par exemple, la cannelle ou la labadiane ou l'étoile d'anis, l'anis étoilé, ou bien le gingembre ou le curcuma.
Pour le rendre en poudre, c'est assez difficile. Mais si on a recours à de la racine de gingembre au curcuma fraîche, c'est intéressant de s'en servir plutôt que de la poudre, parce qu'il y aura toujours davantage de vitalité dedans. Et ceci dit, il y a aussi des différences entre le frais, par exemple avec la racine de curcuma, et le sec, par exemple, d'utiliser de la racine fraîche. Elle n'est pas aussi chauffante qu'en poudre et séchée. Donc, s'il y a une question en soi d'avoir trop de chaleur, il vaut mieux privilégier la racine fraîche que la racine déjà en poudre. Mais je préconise, lorsqu'on peut, d'acheter des graines, par exemple cumin, coriandre, fenouil, carvi, anis, de les acheter en graines et de les moudre soi-même lorsqu'on en a besoin. Oui, de le faire au fur et à mesure. Tout à fait. Et pour cela, il faut être muni d'un moulin ou quelque chose pour moudre. Un moulin à café dont son usage est réservé à la mouture, donc pas de café dedans. Ou bien un mortier et pilon, un suribachi, ce genre de choses, ou une grosse pierre. Et de l'huile de coude. Voilà, tout à fait. Et comment s'assurer de la bonne qualité d'une épice? Parce que tu l'as dit, on peut acheter en magasin bio, sur Internet. Comment on sait que notre épice elle est de bonne qualité? Il faut connaître sa source. Il faut savoir où on achète. On peut aller donc sur le site Internet des différentes entreprises d'épices pour voir leur éthique. Donc d'avoir des épices qui sont durables, équitables, bio. Tout ça, c'est très important de savoir d'où ça vient. Et surtout, le bio, c'est important parce que souvent, le conventionnel est irradié. Donc, ça veut dire qu'on perd la vitalité de l'aliment ou de l'épice. Donc, d'avoir du bio, c'est important. De connaître donc la source. Et puis, on peut reconnaître une bonne qualité d'une épice par le goûter. Si ça n'a pas de goût ou si la couleur n'est pas comme il faut, par exemple, le fenouil, c'est censé être de couleur un peu verte vive. Si c'est marron ou beige, on peut se douter de la qualité. Il y a aussi l'exemple du gingembre. Je ne sais pas si vous avez vu sur Arte, il y a un mois, il y avait un documentaire sur le gingembre. Ça s'appelle Gingembre. Et d'ailleurs, c'est peut-être visible encore. Donc, c'était toute une histoire sur le gingembre tel que c'est cultivé de façon massive en Chine et de façon conventionnelle par rapport à comment c'est cultivé au Pérou en bio. Et c'est jour et nuit, c'est complètement différent. Ah oui. Donc c'est bien de s'assurer finalement que notre gingembre vient plutôt du Pérou que de la Chine alors. Oui. Ou si c'est de la Chine en bio. Mais c'est vrai que de connaître sa source, c'est vraiment important. Et puis aussi, quand on peaufine ses sensibilités, on peut reconnaître une bonne qualité ou pas. C'est comme quand on voit des légumes dans un magasin conventionnel par rapport au bio, il y a une vitalité dedans qui se voit. Alors, je voulais rentrer un petit peu plus dans le côté pratique et ajouter une petite question parce que nos auditeurs maintenant connaissent bien les différents doshas, vata, pitta et kapha. Est-ce que tu as des épices que tu recommanderais particulièrement pour chacun de ces doshas? Des épices qui soient très équilibrantes ou en tout cas à favoriser pour vata, pour pitta ou kapha? En effet. Donc, vata qui souffre surtout du froid et du sec et de la légèreté. Donc, on va appliquer l'opposé par des épices. L'épice phare, je trouve, pour Vata, c'est le gingembre, parce que ça stimule le feu digestif et comme Vata a un feu digestif aléatoire, ça va aider à régulariser, d'avoir ce petit bois. Et le gingembre en frais a une côté un peu huileuse, donc ça va combler le sec. Et comme c'est une racine en encre, en utilisant, donc on voit donc l'usage de cette épice pour équilibrer les gunas ou les caractéristiques. Et aussi, donc, il y a un léger côté piquant qui manque chez
chez Vata, donc ça va aider beaucoup. Il y a une épice chérie, selon l'Ayurveda, pour Vata, c'est le hing ou l'asafoetida. C'est vraiment à utiliser par les individus qui ont un déséquilibre ou qui sont de nature Vata. C'est l'épice phare pour digérer les légumineuses, donc pour réduire les ballonnements, les flatulences et pour ancrer également. Donc, le asafoetida ou le hing, à vraiment avoir sous la main. Et le cumin, c'est excellent aussi pour Vata. Le curcuma, c'est ce qui vient à l'esprit tout d'abord pour Vata. Pour Kapha, je saute Pitta pour l'instant parce que je pense surtout en termes de chaleur ou de froid. Donc Kapha a besoin aussi de bouger, comme Kapha stagne. Donc on va donner des épices relevées, des piments, tout ce qui peut piquer est bien pour Kapha. Kapha a besoin d'épices relevées, piquants, le gingembre également, mais favoriser même le gingembre en poudre. Le cumin aussi, c'est excellent pour Kapha. Tout ce qui est relevé, des currys forts, ce genre de choses. Et puis pour Pitta qui a tendance à avoir trop chaud, tout ce qui est refroidissant. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un poignet d'épices qui sont refroidissantes. Donc, il y a le coriandre vient à l'esprit, fenouil, le cardamome, le safran, excellent pour Pitta. Et puis, le clou de girofle et le cumin sont chauffantes, mais en qualité équilibrée, pas trop. Ça ne va pas déranger Pitta. Et d'ailleurs, le cumin qui est plutôt chauffant, lorsqu'il est combiné avec le fenouil et la coriandre, se neutralise. Donc, cumin, coriandre, fenouil, c'est excellent pour Pitta. Et le curcuma aussi. Joli programme. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer, on va rentrer un petit peu dans l'utilisation des épices, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment on fait pour bien cuisiner les épices, une fois qu'on les a choisies, à quel moment on doit les ajouter dans notre recette? Alors, encore une fois, le mantra, ça dépend. Ça dépend ce qu'on recherche. Par exemple, si on veut s'en servir pour le goût, ça peut jouer un rôle si on les met au début ou à la fin. Si on veut que les épices aient un effet d'antidote, par exemple la cuisson des légumineuses, il vaut mieux que ça soit pendant la cuisson pour que l'alchimie ou ce qui doit se passer entre l'aliment et les épices ait lieu. Par contre, de les mettre tout à fait au début, ce n'est pas très intéressant parce que, vous savez tous, avec la cuisson des légumineuses, il y a une écume qui se forme. Alors, si on met les épices avant que cette écume se forme, et on est censé écumer les légumineuses parce que c'est cette écume qui contient ce qui donne des gaz et des ballonnements, on va l'écumer. Donc, si on met les épices trop tôt, on va les écumer. Donc, on attend à ce que l'écume se forme, on écume, et après, on peut mettre les épices. C'est une méthode. Surtout, donc, le asafoetida ou le hing, c'est intéressant à mettre au début. Et puis, les autres épices peuvent être donc mis un peu plus vers la fin si on veut que le plat soit vraiment fort en goût. On peut aussi songer ne en mettre que sur la table. Par exemple, des gens qui sont sensibles aux épices, qui n'aiment pas trop, on peut réserver l'usage des épices sur la table comme du sel et du poivre en utilisant par exemple un mélange d'épices. Donc chacun peut avoir son mélange ou bien on peut juste offrir un mélange qu'on saupoudre sur ses aliments une fois sur la table. Et oui, ça permet d'avoir un mélange d'épices pour chaque constitution. Par exemple, si on a plusieurs personnes attablées qui ont des constitutions ou des problématiques différentes. Oui, tout à fait. Donc, de les mettre au début, c'est intéressant, en début de cuisson pour leur pouvoir leur interaction avec les aliments.
Et puis, si jamais vers la fin de la cuisson, on sent que ce n'est pas assez goûteux, on rajoute. Mais vous savez que, avec sans doute votre expérience en cuisine, des fois, les épices ont besoin de temps pour se dévoiler. Donc, lorsqu'on mange un plat le lendemain, souvent, ça a un meilleur goût que le jour même. Bien qu'en Ayurveda, on essaie de ne pas trop promouvoir de manger des restes, mais quand on en mange, on peut aussi rajouter des épices à nouveau pour aider la digestion des aliments qui sont moins vitaux ou moins forts en prana que la veille. Je me fais comprendre? Oui, c'est clair. Il y a une technique en Ayurveda qu'on appelle le vagar. Donc, est-ce que tu peux expliquer cette technique et dire pourquoi on l'utilise en Ayurveda plus particulièrement? Oui, le vagar porte aussi un autre nom, c'est de faire un chonk ou vagar. En français, on dirait de faire rissoler ou brunir des épices. Et le vagar, donc, se fait dans une substance huileuse. En fait, je reviens à la définition de vagar, ça veut dire activer les épices par la cuisson. Et si on le fait dans une matière grasse, ça aide avec le potentiel des épices. En fait, l'idée, c'est que dans chaque épice, il y a des pouvoirs qui sont un peu endormis et on doit les activer pour que ça soit davantage disponible ou biodisponible pour le corps. Donc, on utilise une matière grasse comme le ghee en Ayurveda. On sait que le ghee, c'est vraiment la matière grasse chérie de l'Ayurveda. Et pourquoi? C'est parce que le ghee est considéré comme un yogavahi. Ça, c'est le mot en sanskrit pour catalyste. C'est un catalyste pour que tout ce qui est cuisiné avec va être potentialisé. Ou bien, on peut utiliser un autre mot qui s'appelle anupana, qui veut dire un moyen de transport. Donc, le ghee est un moyen de transport pour tout ce qui est cuisiné avec, d'aller vers la digestion, ou vers l'appareil digestif avec davantage de facilité, ou au-delà, d'aller vers les tissus, les dhatus, avec davantage d'aise. Donc, le fait de faire cuire ou activer les épices dans de l'huile ou dans du ghee va être un atout pour la digestion, surtout pour les gens qui supportent la cuisson à l'huile. C'est bon pour la digestion, pour l'estomac, également pour la rate et pour les reins. Donc, c'est intéressant. Mais sachez que ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la cuisson à l'huile, au ghee. Des gens qui ont un foie fatigué ou l'absence de vésicule biliaire, par exemple. Donc, à ce moment-là, on peut faire cette même technique avec un fond d'eau ou même juste toaster à sec. Ça existe. On peut le faire comme ça. Ou bien, il y a même de le faire dans du jus de gingembre. On fait presser du gingembre frais. Et ça peut être aussi un véhicule pour les épices, surtout pour la rate. C'est intéressant. Ah, je ne connaissais pas cette technique dans le jus de gingembre. Je viens d'apprendre quelque chose. Et du coup, les épices utilisées, elles sont sous la forme brute ou on peut également mettre les poudres? Alors, les deux, mais il y a un ordre. Par exemple, on commence avec l'entier ou le brut. On commence par les graines, tout ce qui est entier. Et une fois que les épices commencent à danser, par exemple, si on utilise des graines de moutarde, on va voir que les épices commencent à sauter, les graines sautent. Ensuite, on rajoute donc ce qu'il y a de frais, par exemple, ou de cru. Par exemple, si on veut utiliser les racines de gingembre ou de l'oignon, de l'ail, échalote, poireau, c'est la suite. Et en dernier lieu, on met les épices en poudre. Et pourquoi? Parce que la poudre a tendance à s'accrocher et aussi à brûler. Donc, c'est vraiment vite fait à la fin. Et donc, ensuite, quand on fait cette préparation à part, ensuite, on l'ajoute à ce qui est en train de cuire, soit au début, pour que ça reste avec les aliments tout au long de la cuisson, soit à la fin. C'est au choix. Et le choix vient donc du but. Est-ce qu'on veut que les épices aient un effet thérapeutique pendant toute la cuisson
ou est-ce qu'on le garde pour la fin pour qu'il y ait du croquant et un goût un peu qui éclate à la fin. Donc, on peut jouer, on peut voir la formule qui marche le mieux pour nous. Ça donne envie là, de faire danser, sauter les épices. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on a une palette quand on cuisine et on se donne la possibilité de jouer ou de ne pas trop suivre des règles, de se permettre de voir, de faire l'expérience. Comme vous savez, en Ayurveda, on ne parle pas vraiment de il faut pas, parce que ce n'est pas un système dogmatique. C'est une tradition qui nous apprend à se connaître et de voir les effets des aliments sur nous. Donc, on peut faire cette expérience avec les épices pour voir leurs effets positifs ou négatifs. Et bien justement, est-ce qu'il peut y avoir des effets négatifs avec les épices? Est-ce qu'il y a des épices dont il faut se méfier, par exemple, surtout en termes de quantité? Moi, je pense surtout, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la chaleur. Si on a des conditions de chaleur dans le corps, par exemple des éruptions de peau, où on a une condition inflammatoire, c'est vraiment important d'éviter toutes les épices qui sont chauffantes, parce que chose égale augmente chose égale, donc on ne voudrait pas augmenter la condition en nous. Donc, de ce point de vue, il faut faire attention. Sinon, il n'y a pas vraiment d'épices qui sont nocives en grande quantité, sauf si on a une maladie ou on prend des médicaments, par exemple, quelqu'un qui prend des anticoagulants devrait faire attention au gingembre, au curcuma, au safran, ce genre de choses. Donc, si on a une condition particulière, à ce moment-là, il faut faire attention. Et j'ai une question également, est-ce que les épices sont périssables? Bien entendu, comme toute chose vivante. Donc, on dit que c'est pour cela dans l'Ayurveda, on préconise d'acheter dans l'état brut pour ensuite moudre nous-mêmes pour assurer la fraîcheur et aussi la vitalité ou le prana dedans. On pourrait dire donc que les épices entières en graines, si elles ne sont pas moulues, elles restent fraîches à peu près 18 mois. Vous pouvez les garder chez vous dans votre placard 18 mois. Si ce sont des épices un peu plus robustes, comme les bâtonnets de cannelle, noix de muscade, des graines de poivre, des gousses de cardamome, tout cela reste fraîche à peu près jusqu'à 3 ans. Et puis des épices achetées en poudre, mais comme on ne peut pas assurer depuis combien de temps elles ont été moulues, si on achète déjà en poudre, c'est intéressant de les acheter à une source où elles se renouvellent assez fréquemment. On sait qu'elles n'ont pas été sur les étals du magasin pendant des mois et des mois. Et si on les a moulues nous-mêmes, on dit que ça peut rester frais jusqu'à 6 mois, mais de préférence, ne faire une quantité qui va durer voire 1 mois pour assurer les qualités thérapeutiques des épices. Ok, donc de toute façon, on l'a vu, plus c'est frais et plus il y a de prana, d'énergie. Tout à fait. Et je rajoute une dernière chose là-dessus, c'est tout dépend aussi du stockage. Si on laisse nos épices sur nos comptoirs de cuisine joliment présentés, ben la lumière nuit la vitalité des épices, donc il vaut mieux les garder dans un placard, mais pas dans un placard où on les oublie. Pour que les épices soient thérapeutiques, il faut s'en servir et puis il faut se servir aussi un peu plus d'une pincée. Il faut vraiment s'en servir pour que ça soit bénéfique pour nous. Et puis, l'humidité nuit aussi la vitalité des épices. Je pense surtout quand on a un flacon d'épices et on est en train de cuisiner, qu'est-ce qu'on fait? On met l'épice direct sur la casserole où il y a des vapeurs qui montent, donc les vapeurs entrent dans le pot d'épices et ça nuit la vitalité de l'épice, donc ça c'est à éviter, soit de doser dans une cuillère ou dans la paume de sa main et de rajouter.
Il y a aussi la chaleur qui nuit aussi à la vitalité des épices. Donc, les épices vont s'abîmer davantage si elles sont au soleil ou bien trop proches de l'endroit où on cuisine. Donc, ça, ce sont des choses à prendre en compte lorsque on parle des épices qui périssent. Mhm. Est-ce qu'on peut faire des mélanges d'épices? Est-ce que ce serait une bonne chose de faire des mélanges d'épices, évidemment? Oui. Et d'ailleurs, c'est une de mes spécialités. Je fais des churna ou des synergies, j'appelle ça. Donc, on pourrait aussi appeler ça un masala, qui veut dire mélange. L'idée de mélanger des épices les rend davantage puissantes, ou on pourrait dire aussi que ça potentialise les épices. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez pratique aussi, surtout si on a des épices chéries ou des épices qu'on aime, dont on se sert tout le temps. Plutôt qu'en cuisine d'aller attraper les épices individuelles pour un certain plat, on pourrait se dire, bon, pour ce plat, je vais faire ce mélange et je vais m'en servir pour ce plat. Et pour un autre plat, ceci, ou un autre plat, cela. Donc, on peut avoir plusieurs mélanges, ou bien des mélanges selon la saison, avec des épices de saison. Par exemple, en été, je vais choisir des épices qui ne vont pas trop chauffer, et ça sera mon mélange d'épices pour l'été. Mais alors que l'automne et l'hiver arrivent, je vais changer de mélange et je vais utiliser des épices qui vont aider mon feu digestif dans une saison où il fait plus froid. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est aussi pratique lorsqu'on ne mange pas à la maison. Lorsqu'on mange à l'extérieur et on ne peut pas trop contrôler ce qu'on mange, on peut transporter dans son sac à main ou dans sa poche un mélange d'épices dont on peut se servir comme apéritif ou digestif, à raison de mettre une cuillerée dans un fond d'eau chaude avant le repas ou entre les repas si on n'a pas digéré. Donc ça, c'est assez intéressant. De l'avoir dans un restaurant, saupoudrer discrètement si on veut assurer à ce qu'on ait nos 6 saveurs ou s'il y a des mélanges. On sait, en Ayurveda, on fait attention aux associations alimentaires. Si jamais il y a des associations qui ne sont pas top, on peut les aménager avec notre mélange d'épices. Donc, c'est assez intéressant. Super technique, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles justement comme épices antidotes quand on a des mauvaises associations? Donc, antidote, on dit pour les épices, c'est quand elles permettent de contrer les effets négatifs. Alors, par exemple, quand on fait des mauvaises associations alimentaires, qui serait, je sais pas, par exemple, un plat très lourd à digérer. Alors, un plat lourd à digérer, moi, je pense par exemple, désolé pour les végétariens, mais par exemple, un steak frites. Ou qu'est-ce qui peut être difficile? Des pois chiches, c'est souvent difficile pour les gens, surtout quand les pois chiches ou les légumineuses sont mélangées avec des féculents comme des pommes de terre. Ou bien trop de protéines différentes dans un repas, viande, fromage. Et... Une quiche lorraine. Moi, j'ai une personne qui m'a parlé hier d'une quiche lorraine. Donc, les épices, je vais vous donner 2 recettes. Donc, la première, ça serait vraiment un mélange de base, bon pour tout le monde, vraiment pas de contre-indication, qui va stimuler notre feu digestif. Et c'est un mélange qui soulage la plupart des maux digestifs. J'appelle ça CCF, le C pour cumin, un autre C pour coriandre et F pour fenouil. Donc, selon l'Ayurveda, c'est 3 épices qui sont digestives, carminatives, apéritifs, donc vont aider à tous les niveaux de la digestion et on peut donc faire ce genre de mélange à la maison sans trop de problèmes. Et aussi le transporter, donc c'est un peu, si vous voulez, un mélange qui passe partout. Ça peut être mis dans du salé ou même dans du sucré. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, rajouter à cela, donc ça serait la base. Il y a 2 autres épices qui sont intéressantes, c'est la cardamome et le gingembre. Donc, ça serait pour un autre mélange ou 5 épices chéries selon l'Ayurveda, ça serait ces 5-là. Cumin, coriandre, fenouil, cardamome et gingembre. Et notamment, c'est un des mélanges que je propose qui s'appelle le sans souci. Digestion sans souci.
Le nom est bien trouvé. Alors actuellement, nous vivons une période un peu particulière de pandémie. Est-ce que tu recommandes certaines épices pour booster le système immunitaire ou un mélange d'épices d'ailleurs pour s'assurer une bonne santé? Je proposerais tout d'abord quelque chose qui aide à avoir un feu digestif ou une digestion équilibrée. Parce que, comme vous savez, je parle à vous deux, mais aux auditeurs aussi, que notre santé est basée sur notre capacité digestive, sur notre feu digestif. Donc, de s'assurer à ce qu'on mange des choses pas trop compliquées, qu'on n'affaiblit pas sa digestion. Donc, d'utiliser cumin, coriandre, fenouil un peu partout. Donc, ça se mélange en individus. Rajouter à cela du gingembre. Le gingembre, c'est connu pour être un remède universel. Donc, cela aide non seulement avec le feu digestif, mais avec la circulation en général. Et aussi à garder le corps, la chaleur du corps. Donc, ça, c'est important également. Je conseillerais le curcuma. Le curcuma, c'est un antibactérien et anti plein de choses. Ça nourrit le sang, bon pour les articulations. Il y a plein de vertus, mais il faut le consommer pour que ça soit absorbable par le corps. Donc, le curcuma se digère mieux lorsque c'est humide. Donc, soit la racine fraîche, soit dans une tisane. On peut faire une tisane très simple avec du curcuma dans de l'eau chaude. Ça se digère aussi, enfin, c'est mieux absorbé par le corps lorsque c'est dans un corps gras. Donc, de l'utiliser en cuisine, soit avec du ghee ou une autre huile, ou bien de faire une pâte de curcuma, où on utilise une quantité de curcuma en poudre et 2 quantités d'eau, et on les cuit dans une casserole jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée. Et on finit par une pâte qu'on peut garder jusqu'à 3 semaines, de la garder au frais de préférence. Et lorsqu'on s'en sert soit direct dans de l'eau chaude pour une tisane, soit dans sa cuisine, dans le vagar ou direct dans une soupe ou autre, ou un smoothie, ce qu'on cuisine, le curcuma sera davantage absorbé par le corps parce qu'il sera déjà plus ou moins cuit et préparé pour nous. Voilà. Et puis il y a aussi des épices qui ne sont pas forcément ayurvédiques. On a le romarin, le laurier, le thym. C'est des épices ou des herbes qui sont excellentes pour la pandémie, pour renforcer le système immunitaire, pour chasser les microbes. Donc à faire des tisanes ou à les incorporer davantage dans sa cuisine. Mhm. Et puis c'est des épices qu'on peut, en tout cas en France, trouver assez facilement locales. Tout à fait. Je pense au laurier, c'est vraiment une plante qui est facile à trouver. Ça pousse partout. On peut le trouver pour peu cher. Beaucoup de gens ont un arbre, ils ne savent même pas qu'ils ont ça dans leur jardin. De l'utiliser en tisane ou dans la cuisson des légumineuses, ça aide énormément avec la digestion. De l'utiliser partout, le romarin également, c'est des choses qui sont bénéfiques pour nous. Donc, de renforcer son immunité, c'est vraiment important, comme vous savez. Alors, nous arrivons à nos questions rituelles de la fin de cet épisode. Et pour commencer, on voulait te demander quelles étaient tes épices préférées et pourquoi. J'adore la cardamome. J'adore le café aussi, mais le café ne m'aime pas toujours. Donc, j'ai toujours des gousses de cardamome dans mon sac à main lorsque je prends un café à l'extérieur. Donc, je croque ma gousse de cardamome pour aider avec le café qui peut être acidifiant. Donc, ça neutralise les acidités, non seulement dans le café, mais dans des aliments acidifiants. Et la cardamome a la capacité de réduire les effets néfastes de la caféine ou du théine. C'est pour ça aussi qu'on l'utilise dans le chai, dans le mélange de chai. Et lorsque j'ai un feu digestif un peu ralenti, la cardamome aide énormément à stimuler le feu digestif, à aider les aliments gras
parce que ça stimule la production de la bile, donc ça agit sur vésicule biliaire et foie, donc c'est assez intéressant. Deuxième épice, ça serait le fenouil. En étant pita, j'ai une penchante vers le sucre, surtout si je mange épicé. Et si je veux éviter le dessert pour ne pas chambouler un bon repas, je mâche quelques graines de fenouil qui remplacent un dessert. Remplace pas toujours le chocolat, mais remplace un dessert. Donc j'aime bien avoir cela aussi. Et puis en troisième lieu, ça serait le safran. C'est vraiment, je trouve, la reine des épices. C'est tellement délicat et subtil. Donc j'aime bien faire une eau de safran que je bois tout au long de la journée. Ça renforce le foie. Et ça aide aussi avec des envies, par exemple, si on a des envies de sucre ou des envies alimentaires en général. Le safran, c'est connu pour réduire les envies par 50%. Donc, c'est intéressant. Et tu utilises les pistils directement? Tout à fait. Que tu fais infuser? Je fais infuser. Ou je l'intègre dans du riz, c'est excellent comme... c'est très fin et très subtil, donc il faut peu d'autres choses. C'est vraiment excellent. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, Michel, de tes projets en cours, de tes projets à venir? Je suis en train d'écrire des livrets pour chaque saison, des livrets de recettes et sur des sujets, certains sujets comme la vitalité ou ojas ou des épices. C'est un peu un compromis. J'avais parlé donc de faire un livre de cuisine depuis très longtemps et ça ne se manifeste pas. Donc je me suis dit, je vais couper la poire en plusieurs parties, donc de faire des livrets ou des mini-chapitres que je proposerai sur mon site internet, téléchargeable en version PDF. Pour ensuite pouvoir l'imprimer chez soi. Donc, ça sera vers un livre, et puis c'est un succès, ça sera peut-être un livre un jour, donc il y aura ça. Et puis, je vais aussi réaliser le rêve de ma maman, qui depuis des années me dit « Oh, tu devrais avoir une émission télé ayurvédique sur la cuisine. » Donc, ça ne sera pas une émission télé, mais ça sera des vidéos. Et puis, de continuer mes formations au sein des écoles d'Ayurveda sur la nutrition et sur le yoga ayurvédique. Super. Dans quelles écoles tu interviens? J'interviens dans l'école Veda qui est basée à côté de Toulon, où il y a une formation en praticien en Ayurveda, aussi en Ayurveda thérapeutique pour devenir masseuse, enfin praticien en thérapie ayurvédique. Super. Et alors, nous avons une question appelée l'instant de gratitude. Et dans cette question, nous aimerions savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Tout d'abord, c'est ma mère qui a sémé une graine en moi à un très jeune âge de manger de façon holistique, de manger saine. Et j'ai pu arroser cette graine dans le temps par mes études d'Ayurveda, surtout auprès de Dr Vasant Lad, à qui j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude, ainsi que Amadea Morningstar, c'est un de mes mentors qui habite au Nouveau-Mexique. Et puis aussi à mes clients, à mes élèves avec qui je peux partager les fruits de ces graines qui ont été arrosées. Donc si ces gens n'étaient pas présents, je ne pourrais pas partager mes savoirs et connaissances. Donc je suis vraiment reconnaissante. Et puis, pas en dernier lieu, mon conjoint, Raphaël Kalev, qui m'encourage dans tout ce que je fais, qui m'incite à être davantage créative et aussi qui chatouille souvent la pita sérieuse en moi. Donc, il est rigolo et puis il aide à rendre la vie un peu plus légère lorsque je l'alourdis. Et puis, au niveau global, c'est la nature. Hein. Je suis vraiment reconnaissante d'être entourée d'une belle nature, d'habiter plus ou moins à la campagne. Et les 5 éléments qui sont présents autour de moi,
qui m'informe, qui m'instruit, qui me ressource dans ce monde parfois un peu chaotique et qui nous éloigne de nous-mêmes. Donc, la nature me ramène à moi-même, me ressource et me nourrit énormément. Merci beaucoup Michel pour tous tes conseils et toutes tes belles paroles. Est-ce que tu peux nous dire, à nous et surtout à nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et te contacter s'ils souhaitent un mélange d'épices adapté ou faire un atelier avec toi? Oui, j'ai donc un site internet qui s'appelle Ma Petite Cuisine Saine, donc mapetitecuisinessaine.com. Où on peut consulter mes pages pour prendre un rendez-vous pour une consultation en nutrition ayurvédique et aussi aller faire du shopping sur la page de la boutique. Je fais du ghee au curcuma également et des mélanges d'épices pour les différents doshas et aussi un mélange petit déjeuner pour se faire plaisir. Donc, il y a tout cela sur mon site. Et puis par téléphone et courriel également. Toutes les informations sont sur le site. C'est là aussi où j'affiche mes ateliers de cuisine. Parfait. On partagera tout ça en note d'épisode et sous les différentes publications des réseaux sociaux. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir tes vidéos, Michel. Tout à l'heure, tu as parlé de Amadea Morningstar qui d'ailleurs a sorti un livre qui a été publié en français il y a quelque temps, qui s'appelle La cuisine ayurvédique pour les occidentaux. Ce livre, pour moi, c'est vraiment une bible. Et donc, je le recommande à tous les auditeurs. Et puis, j'attends avec impatience tes petits livrets et puis tes vidéos. Oui, et puis il y aura des informations sur ma page Facebook aussi, Ma Petite Cuisine Saine. Ok. Eh ben, rendez-vous là-bas et sur ton site internet. Alors, merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci de votre enthousiasme. Et c'était vraiment une joie pour moi de partager. On a été ravis de te recevoir, Michel. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!